Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Dans cette vidéo, on va parler de 4-5 types en vrac qui peuvent vous aider pour Donjons et Dragons, mais pas que. Tous les tips peuvent s'appliquer à Donjons et Dragons, ils peuvent s'appliquer à tous les jeux. C'est des tips qui vont vous aider peut-être à improviser, c'est vraiment des tips qui devraient parler aux débutants, mais aussi être une piqûre de rappel pour certains vétérans. Donc c'est pour improviser, moins préparé, mais c'est des tips de terrain. Donc le premier tip, c'est de connaître un peu les maths de votre jeu. Les maths de votre jeu, c'est pas très compliqué. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un livre de jeu de rôle, vous n'avez pas toutes les règles. On vous dit, voilà, vous avez des bonus et tout, que vous mettez à vos D20, vous devez dépasser des difficultés et tout. Mais il faut quand même faire un léger calcul mathématique pour se dire, attends, un bonus, ça me donne quel pourcentage de chance en plus de réussir, etc. Qu'est-ce que ça a comme impact réellement, un plus 1, plus 2, ça sert à quoi? C'est qu'un bonus de plus 1 sur un D20, grosso modo, ça vous donne plus 5% de chance de réussite. Ce qui fait que quand vous devez faire dépasser un degré de difficulté de 10 et que vous avez 0 bonus, bah en fait, vous avez tout simplement 55% de chance de réussir. Parce qu'il faut faire 10 ou plus. Ce qui fait qu'il y a 11 phases de mon D20 qui me permettent de réussir. Si je fais 11 x 5, ça fait 55%. Et si je fais 100 divisé par 20, ça fait 5, donc chaque face de mon D20 fait 5%. C'est extrêmement simple, mais en vrai, ça peut être vachement utile pour faire des calculs vite fait quoi. Notamment si vous devez mettre des difficultés, si vous devez créer un objet magique qui donne un petit bonus à droite, à gauche. Si vous voulez surtout créer des monstres à la volée, on va y revenir juste après. Alors c'est vrai qu'avec des D5 c'est plus trop pareil parce qu'il y a moins des bonus de tous les côtés. Donc c'est déjà très simplifié de ce côté-là. Vous avez avantages, désavantages qui, si je me souviens bien, représentent à peu près en moyenne 25% de chance en plus de réussite. En fait ça dépend vachement du seuil de difficulté. Je mettrai une sorte de courbe, j'essaierai de trouver un truc pour vous montrer. Parce qu'en fait, je ne joue pas à Donjons et Dragons actuellement, donc voilà, je ne sais plus. Mais essayez de vous renseigner un petit peu sur les maths de votre jeu. Si vous tapez OK, chance de réussite dans tel jeu, vous allez trouver des mecs qui sont cassés la tête, qui vont vous expliquer ces trucs-là. Et ça va vous aider à improviser des règles à la volée, improviser des seuils de difficulté et tout. Et dans des jeux avec plus des bonus à droite à gauche, j'aime pas utiliser les tables genre ouais, quand il pleut j'ai -2, ensuite quand il pleut mais que j'ai un cache-œil, mais en même temps j'ai une lunette de sniper sur le deuxième œil. Bah là je suis à plus 5. Bon alors peut-être que vous aimez jouer avec tous ces bonus, mais moi c'est pas mon cas, évidemment je parle de mon opinion. Donc voilà, je vais balancer des bonus à la volée avec cette règle là. Le PJ il compte ses petits bonus à lui, moi je lui mets les petits malus, j'en sais rien. Comme ça en fait ça va vous aider à créer des nouvelles capacités aussi. Pour tous les jeux ça va vous aider à mieux comprendre les règles que vous êtes en train de lire, à savoir ce que ça implique de donner un bonus de ceci, un bonus de cela. Donc mon conseil, intéressez-vous un tout petit peu aux maths de votre jeu. Donc là on a l'impression, après ce premier conseil, que les maths sont très importants. Mais mon deuxième conseil, c'est que les mots sont plus importants que les maths. En gros, vous pouvez changer le nom des monstres. C'est ça le conseil. En fait, à chaque fois que je vois le bestiaire de D&D, ça m'inspire. Il y a des illustrations stylées et tout. Mais je me suis jamais servi du bestiaire de D&D. Après, une fois de plus, je l'ai dit juste avant, je joue pas beaucoup à D&D. Mais voyez ça plus comme une règle générale. Je me sers très peu des bestiaires, surtout quand il y a une description assez complexe des monstres. Moi, ce que j'aime bien avoir pour les monstres, des points de vie, à combien ils tapent, et des vraies capacités spéciales. Même s'il y a une méthode dans le bestiaire pour créer des monstres, qui soient équilibrés, etc., ça doit plus vous servir de guide. Ce que je vous conseille de faire, c'est juste de changer les noms des monstres. Il y a un monstre, voilà, il a des stats, c'est une sorte d'humanoïde à peu près du bon niveau pour se battre contre vos PJ. Vous changez son nom, vous gardez exactement les mêmes stats. Le petit plus 1 qui fait plus 5% de chance de toucher, etc., vos PJ ils vont pas se rendre compte, c'est vos descriptions qui vont compter. Si vous pensez qu'un orc et un hobgoblin c'est différent, parce que l'hobgoblin est légèrement plus agile, et donc vous donnez plus 1 à l'ACA de l'hobgoblin, mais vous lui retirez 1 point de dégâts, franchement, ça fait quasiment aucune diff. C'est vraiment la description du monstre, de comment il agit, qui va impacter vos joueurs. Donc ça se joue pas sur des petits bonus comme ça se joue plus sur des capacités spéciales. Sur des actions qu'entreprennent les monstres. Et du coup, pour mieux caractériser les monstres, il va avoir des stratégies et des capacités optimales qui les différencient des autres. Franchement, je pense que c'est mieux. Donc voilà pour mon conseil. Si vous connaissez les maths, n'hésitez pas à changer les noms, à bricoler, parce que ça va vous permettre d'improviser. Tout simplement d'être capable de créer des monstres à la volée. Ça va aussi largement réduire votre temps de préparation. Vous serez plus en train de prendre des notes genre sur une feuille ou d'épuiser du papier à imprimer les profils des monstres pour les avoir sous les yeux pendant le combat. Là, vous pouvez les résumer sur des trucs beaucoup plus courts, genre la classe d'armure, un bonus global dans les actions où le monstre est censé être fort, et un bonus global dans les actions où le monstre est plus nul, un nombre d'attaques, un nombre de points de vie, quelques capacités, et surtout se concentrer sur ses capacités. Ça me fait arriver à mon troisième truc, c'est les barèmes de prix. Ça vient d'une question sur le Discord que je trouvais amusante. C'était comment vous faites pour gérer les prix, etc. Alors pourquoi je trouve cette question amusante ? Parce qu'à chaque fois, ça me fait penser au fait que dans la plupart des jeux, dans plein de jeux, il n'y a pas d'attrition en fait. Vous avez très peu besoin de renouveler vos ressources de base. C'est très rare que votre guerrier rachète une épée, je pense. Vos PJ à chaque fois, ils se retrouvent avec plein de pièces d'or, ils savent pas quoi en faire. C'est ce qui arrive dans de très nombreux cas. Donc du coup, les prix des objets, d'un seul coup, c'est moins intéressant, surtout des objets du quotidien. Enfin bref, je divague. Donc moi, ce que je ferais pour les prix des objets, plutôt qu'avoir des listes de prix, c'est avoir des sortes de barèmes. On va dire qu'il n'y a que des pièces d'or. On va dire que les objets du commun, ils coûtent 1 des 10 pièces d'or.
quand vous arrivez dans un magasin, votre joueur arrive dans un magasin, il fait « Combien ça coûte ce petit assortiment de chandelles odeur cannelle ?» Et là, vous jetez un des 10. Vous faites 7. Mon bon monsieur, ces petits cierges venus de la cité de Kuluktaka valent bien 7 pièces d'or. Et je vois que vous avez la bourse bien remplie. Ça ne devrait pas être difficile pour un homme de votre acabit de se procurer les denrées les plus rares. Et pour les prix plus élevés, vous augmentez le nombre de dés et vous mettez des paliers. Par exemple, un objet pas commun, vous pouvez dire que ça coûte 20 plus 2 des 10 pièces d'or. Parce qu'évidemment, si vous mettez 4 des 10, si vous faites 4, ça va faire un peu bizarre. Puis pareil, pour savoir si les objets sont disponibles ou non, pour vous retirer un peu de l'arbitraire de dire à vos joueurs « Ah non, ça tu peux pas le trouver » et d'éviter les débats sempiternels « Bah si, ça devrait pouvoir exister, nanana », vous jetez les dés. Vous jetez les dés, vous vous dites « Moi je pense que c'est plutôt rare », vous dites à votre joueur « Moi je pense que c'est plutôt rare dans cette région de trouver des halbardes, parce qu'on est dans un village de 2 personnes. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un village. Donc je vais jeter un dé à 100 faces et il y a 5% de chance qu'ils aient une halbarde. » Ou bien dites tout simplement non. Hein. Vous pouvez aussi dire non. Vous faites bien comme vous voulez, mais ça peut être très utile, voilà, de à la volée réfléchir à des stades de rareté. Et du coup, les 2 derniers conseils, c'est plus pour l'improvisation en général. Je pense que ça peut être utile pour des jeux assez riches comme Donjons et Dragons, où justement on a tendance à pas mal préparer, et du coup à pas s'habituer à improviser parfois. Donc tous les trucs d'avant, créer des monstres à la volée, choisir des difficultés à la volée, choisir des prix à la volée, ça va vous aider à improviser. Mais après, évidemment, il y a l'histoire, il y a qu'est-ce qui se passe réellement, qu'est-ce que les PJ trouvent et tout, ça c'est encore une autre affaire. Les 2 conseils sont très simples. Le premier, on l'a déjà entendu à plusieurs reprises dans des vidéos et tout, c'est de renvoyer la question. Mais vraiment, c'est un conseil vachement efficace que vous devriez utiliser, c'est renvoyer la question. On a un petit sentiment d'insécurité, des fois on a envie d'apporter ses réponses pour pas prendre de risques en tant que MJ, mais comme ça vous allez être surpris. À chaque fois qu'un PJ arrive devant une auberge que vous n'avez pas prévue, plutôt que de perdre 5 minutes à chercher dans votre livre et tout, et de jeter les dés pour lui sortir un nom d'auberge à partir de 4 tables aléatoires, vous pouvez très bien lui dire donne-moi le nom de l'auberge et dis-moi quand est-ce que tu y es venu et à quoi elle ressemble. Vous pouvez lâcher la bride, donner à vos joueurs des éléments de création, la capacité de faire de l'émergence, de créer comme vous. À chaque fois avec un taux comme vous voulez. Si vous êtes quelqu'un plutôt dans la vraisemblance, la verisimilitude, que vous voulez absolument que votre univers soit le vôtre parfaitement, qu'il reproduise parfaitement ce que vous aviez imaginé, vous allez peut-être avoir du mal à lâcher cette bride, ou peut-être que vous avez peur que vos PJ fassent n'importe quoi avec ça. Et du coup, évidemment, vous pouvez garder un certain contrôle sur ça, c'est-à-dire que vous pouvez faire ça par exemple pour des trucs un peu moins importants. Mais je trouve que pour des trucs importants, c'est cool aussi. Vous pourriez par exemple faire ça pour les noms des PNJ, c'est pas forcément très très important, mais bon, on sait tous qu'on peut se retrouver avec des petits trucs un peu fantasques. Mais moi, ça me dérange pas trop, parce que justement, comme j'ai une mémoire des noms pourraves, je donne déjà des noms un peu débiles à mes PNJ pour m'en souvenir. Et si vos PJ inventent les noms des PNJ, peut-être qu'ils vont mieux les retenir aussi. Mais vous pouvez aussi le faire pour des trucs plus importants. Par exemple, vos PJ arrivent dans un énième village. Tiens, c'est vous qui allez me dire la quête secondaire. Vous arrivez devant la mairie. Eh il est temps d'aller se coucher. Il y a un paysan qui vient de planter un petit panneau là. Les joueurs, les PJ arrivent et ils font qu'est-ce qui est écrit? Là vous leur dites je sais pas qu'est-ce qui est écrit. Et là ils vont créer une quête, ils vont créer un truc qu'ils vont aimer. Vous êtes sûr de frapper dans le mille. Ça tombe, ça faisait 3-4 scénarios que vous étiez en train de développer une intrigue avec des gobelins, etc. Et vos PJ ils sont en mode encore les débuts de campagne avec des gobelins, c'est toujours pareil, toujours des gobelins. Et là, ils vont vous lâcher un dragon. Et bon, à ce moment-là, c'est vous et votre conscience. Est-ce que vous leur dites non, il n'y a pas de dragon, c'est pas possible? Ou est-ce que vous dites putain, ils ont raison, il n'y a jamais de dragon en fait dans Donjons et Dragons, ça c'est un truc de fou. Ensuite, un dernier truc aussi, c'est que pour gagner du temps, quand vous n'avez pas trop d'idées, si vous savez pas trop ce qui pourrait arriver dans le village, et que vos PJ disent qu'est-ce qui se passe dans ce village et tout, vous pensez problème, vous prenez un mec a disparu. Un monstre a disparu, vous lâchez juste ce problème. Ensuite, vous laissez vos PJ faire leurs hypothèses. Vous pouvez même réutiliser le renvoyer la question. Par exemple, vous dites il y a une disparition. Sauf que vous n'avez pas du tout réfléchi à une enquête et tout, donc vous dites mais ça va être naze. Et là, les PJ commencent à enquêter, alors peut-être que vous allez avoir des idées, par exemple à la volée, par exemple, vous vous dites ça pourrait être cool, un lycanthrope. Par exemple, ils vont visiter la maison, vous dites qu'il y a des poils de bête. Puis un PJ fait je regarde, c'est quel poil d'animal réellement? Là, vous pouvez dire dis-moi toi, c'est le poil de quel animal que tu vois? Ça se combine. Posez un problème, les PJ vont complexifier très certainement, à vos joueurs plutôt. Ça va vous donner du temps pour vous réfléchir et retomber sur vos pieds. Voilà, c'était une petite vidéo sur des petits outils d'impro, réussir à s'adapter un petit peu sur le terrain pendant la partie à certaines situations. Merci de suivre la chaîne, merci si vous êtes arrivé jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir à l'avenir. Je vous dis à très bientôt sur le Bon MJ.